Nous vous communiquerons prochainement la thématique de la prochaine session. Donc, dans un esprit d'inclusivité, les diapositives, voilà, elles sont en anglais, bon, là, elles sont en français, mais la présentation se fera en français. Ce webinaire, il a une durée d'1 heure. Elle comprend 3 présentations de 10 à 15 minutes chacune sur un thème dédié à la santé des femmes, suivi d'une session de questions-réponses. Seules les présentations seront enregistrées, donc niveau nom, niveau visage ne figureront dans l'enregistrement. Pour la session de questions-réponses, vous avez 2 options. Vous pouvez soit utiliser le chat pour poser vos questions que je transmettrai aux intervenants ou lever la main pour poser vos questions directement. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur Réagir qui est en bas de l'écran, puis lever la main. Donc, ces webinaires sont organisés conjointement par Nikita Menezes, chef de projet de l'Institut Santé des Femmes, Morgane Lebels, doctorante dans l'équipe CEA de Gabriel Libera, et moi-même, Wenlan Yuan, chercheuse épidémiologiste au Centre de recherche en épidémiologie et biostatistique à Paris. Donc, avant de commencer, quelques mots très brefs sur l'Institut Santé des Femmes. Cet institut est financé par des fonds publics. Il est dirigé par Catherine Denotaro et Vassili Tsatsaris, qui sont 2 chercheurs de renom dans le domaine de la santé des femmes et qui regroupent au sein de l'Université Paris-Cité l'expertise de cliniciens et de chercheurs d'un large éventail de disciplines axées sur la santé des femmes. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à notre première oratrice, Martine Duclos, présidente du comité scientifique de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, médecin du sport et physiologiste, professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand. Et donc, sa présentation portera sur comment optimiser la santé des femmes par l'activité physique, contexte, enjeux et bénéfices. Martine, merci. Bonjour à tous et à tous. Et donc, merci pour l'invitation. Donc, les relations entre activité physique et santé sont très fortes, avec des effets démontrés à la fois en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Le problème, ce n'est pas le niveau de preuve scientifique, qui repose sur de nombreuses méta-analyses, mais le niveau d'activité physique des hommes et des femmes, qui est le plus souvent insuffisant pour bénéficier de ces effets bénéfiques sur la santé. Et c'est particulièrement le cas des femmes. Toutes les études montrent que dès le plus jeune âge, les petites filles puis les adolescentes font moins d'activité physique que les garçons, comme le montre cette étude européenne où l'activité physique a été mesurée par accéléromètre. Ces résultats persistent à l'âge adulte. Vous voyez sur cette cohorte de la NANS, où l'activité physique a été aussi mesurée par accéléromètre, qu'entre 30 et 60 ans, les hommes au 50e percentile font à peu près 3500 coups d'activité physique, alors qu'au 50e percentile, les femmes sont largement en dessous, à peu près à 3000 coups. Et si on tient compte des données françaises obtenues malheureusement seulement par des questionnaires d'activité physique, seuls 45% des femmes adultes déclarent avoir une activité physique selon les recommandations, contre 56% des hommes. La science reste aussi en retrait, car les femmes sont sous-représentées dans la recherche sur la physiologie de l'exercice par rapport aux hommes. 20% des publications seulement sont consacrées aux femmes. On manque tout autant d'informations en termes de recherche physiologique sur le sport de haut niveau. Cette figure représente l'augmentation de la représentation des femmes en tant que participantes aux Jeux olympiques sur les 70 dernières années, et la recherche aussi sur le sport de haut niveau et la physiologie de l'exercice chez les femmes sur les 70 dernières années. Et cette recherche atteint péniblement 40% des publications sur le sujet. Donc, en fait, en l'absence de données genrées, les recommandations sont basées sur la physiologie masculine. Alors, pourquoi cette absence de données chez la femme? Eh bien, parce qu'il y a le problème du cycle menstruel. Donc, en fait, quand on fait des études chez la femme, il faut tenir compte, quand elles ont des cycles menstruels, de la première partie du cycle où le taux d'hormones est bas, de la fin de phase folliculaire où le taux d'estrogène est élevé, et de la phase lutéale où on a un taux d'estrogène et de progestérone élevé. Il faut tenir compte aussi du fait, ça c'est quand elles ne prennent pas de contraceptif, sinon il faut tenir compte de la prise de contraception et du type de contraception. Et puis aussi, ce qui est important chez la femme, c'est qu'elles sont soumises à de nombreux bouleversements hormonaux. Donc on a vu le cycle ovarien, mais aussi la ménopause, un phénomène qui n'existe pas chez les hommes. Il n'y a pas d'arrêt de la sécrétion gonadique chez les hommes.
et puis aussi de la grossesse, qui est vraiment un bouleversement hormonal important. Il existe aussi un dimorphisme au niveau de la composition corporelle. Ainsi, concernant le tissu adipeux, comparé aux hommes, les femmes non ménopausées ont une plus grande capacité de stockage du tissu adipeux sous-cutané, la partie inférieure du corps, mais sans effet néfaste sur la fonction métabolique et endocrine et le phénotype inflammatoire du tissu adipeux. À l'inverse, avant la ménopause, elles stockent moins de lipides dans le tissu adipeux viscéral que les hommes. Les femmes non ménopausées ont aussi une plus grande capacité de stockage des lipides dans le muscle squelettique que les hommes du même âge et à IMC identique. Cependant, malgré le fait qu'elles ont plus de lipides dans le muscle, les femmes non ménopausées ont une résistance musculaire à l'insuline induite par les lipides qui est plus faible que les hommes. Et en fait, ceci s'explique par un phénotype musculaire plus oxydatif chez les femmes, avec une proportion plus élevée de fibres de type 1, avec une forte capacité d'oxydation des graisses. Il y a aussi un dimorphisme au niveau de la thermorégulation. Hem, les femmes ont un seuil thermique plus bas par rapport au coup de chaleur et c'est vraiment important de connaître ces différences hommes-femmes, surtout dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Donc, dans la vraie vie, le sexe et le genre sont vraiment des concepts particulièrement pertinents parce qu'on sait très bien qu'il existe une grande disparité sexuelle dans la prévalence à la fois et dans la symptomatologie, mais aussi l'évolution des pathologies cardiovasculaires, des cancers, des troubles neurodégénératifs, dans le risque d'ostéoporose, dans le seuil de la douleur, dans les maladies auto-immunes. Mais il y a aussi des différences pharmacocinétiques, pharmacodynamiques dans les effets des médicaments avec des implications qui sont majeures. Il y a aussi des différences en réponse à l'exercice, que les sujets soient entraînés ou pas entraînés, qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils aient des pathologies chroniques. Donc, si on veut être purement descriptif, sur les différences hommes-femmes anatomiques et physiologiques, eh bien, ces différences favorisent les hommes sur le plan de la performance. Ainsi, les hommes ont moins de tissu adipeux, plus de fibres, plus de 38 de masse musculaire en plus, avec surtout des fibres de type 2, donc des plus grandes capacités en puissance, en force, en explosivité. Ils ont des capacités cardio-respiratoires plus importantes, plus de globules rouges et des os qui sont plus forts. Donc ceci explique pourquoi ils ont des performances, en endurance aussi plus élevées de 10 à 30. Mais d'autres différences favorisent aussi la femme pour tout ce qui est endurance, voire surtout ultra-endurance. Ainsi, les femmes utilisent les graisses, plus facilement que les hommes comme substrat énergétique au cours des exercices d'endurance, ce qui leur permet de maintenir plus longtemps une vitesse d'endurance plus élevée et de retarder le moment où les réserves en glycogène seront épuisées. Elles ont aussi une vitesse de course plus régulière, ce qui entraîne un meilleur rythme, car elles ont plus de fibres, on l'a vu, de type 1, oxydative, que les hommes. Et elles ont aussi une fatigabilité musculaire qui est diminuée après les exercices d'ultra-endurance. Alors, est-ce que cette différence sur les capacités en endurance ou en ultra-endurance, elle est congénitale ou acquise? Eh bien, pour savoir, répondre à cette question, l'équipe de Tarnopolsky avait réalisé une biopsie de muscles vaste latéral chez des hommes et des femmes qui avaient une activité physique, de type, loisir, et vous voyez que les femmes ont plus de fibres de type 1 que les hommes, moins de fibres, rapides, et ensuite ils ont réalisé une analyse transcriptomique sur le transcriptome musculaire. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait simplement 5 ARN messagers qui étaient différents, chez les femmes, surexprimés chez les femmes, et ces ARN messagers codaient tous pour, des enzymes impliquées dans l'oxydation des lipides. Et pour montrer, que cette différence était acquise et liée à l'estradiol, eh bien, dans ce travail, des hommes ont reçu de l'estradiol Peros, 3 milligrammes par jour, dans un protocole randomisé avec placebo, en double aveugle et en crossover. Donc soit ils recevaient, de l'estradiol, soit ils recevaient de l'estradiol avec un washout de 2 semaines et la quantité d'estradiol qu'ils recevaient
correspondait à une concentration d'estradiol qui correspondait à l'estradiol qu'avaient les femmes en phase lutéale. Et dans les deux cas, ils ont fait, à la fin de la prise des deux, soit du placebo, soit de l'estradiol, 80 minutes d'exercice sur ergocycle à 65% de VO2 max. Et vous voyez que par rapport au placebo en noir, quand ils prennent de l'estradiol, eh bien, ils diminuent leur quotient respiratoire, ils diminuent l'oxydation des glucides à l'exercice de 15% et ils augmentent l'oxydation des lipides de 35%. En fait, ils ont un phénotype à l'exercice métabolique qui ressemble à celui des femmes. Donc, ce qui montre bien que c'est un phénomène acquis et que c'est l'estradiol qui est responsable de ce phénomène. Et quand on analyse le transcriptome musculaire après prise d'estradiol, eh bien, les seuls ARN qui sont modifiés, c'est les ARN qui codent pour le métabolisme lipidique et il n'y a aucune modification sur les ARN qui codent pour le métabolisme glucidique. Et en fait, les militaires américains ont bien compris les avantages qu'il y avait à utiliser et à bien connaître la physiologie à l'exercice de la femme. En effet, la recherche montre qu'il existe un avantage stratégique à utiliser les femmes en zone de combat à partir du moment où on ne cherche pas à les transformer en hommes, mais où on tient vraiment compte de leur spécificité physiologique à l'exercice. Donc la recherche montre qu'elles sont meilleures dans la prise de décision et dans l'endurance mentale, qui sont vraiment des déterminants critiques dans les opérations de combat à grande échelle, où en fait les soldats doivent intégrer de nombreuses données technico-tactiques. Par ailleurs, elles ont un avantage métabolique, c'est l'avantage estrogénique, ce qui fait, comme on l'a vu, qu'elles utilisent plus les lipides et donc qu'elles retardent l'épuisement du glycogène, mais par ailleurs dans des conditions commando, c'est-à-dire des conditions d'exercice qui durent plusieurs jours, où il y a un déficit énergétique, une carence de sommeil, du stress, eh bien les hommes perdent à la fois de la masse grasse et de la masse musculaire, alors que les femmes ne perdent que de la masse grasse. Par ailleurs, les femmes ont une meilleure plasticité cardiovasculaire en réponse à l'entraînement. On sait que l'entraînement va induire un remodelage cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le cœur d'athlète, et on sait que cela induit des risques de fibrillation auriculaire et de mort cardiaque, et on sait que les femmes font moins de complications liées au cœur d'athlète. Et l'hypothèse retenue de cette meilleure adaptation est le fait que les femmes sont programmées pour répondre aux besoins cardiovasculaires de deux organismes lors de la grossesse. Enfin, les études réalisées chez les militaires ont montré que les os des femmes répondaient aussi très bien à l'entraînement, à la fois en termes de gain de densité osseuse, de microarchitecture, à condition que les cycles menstruels soient préservés, donc qu'il n'y ait pas de carence énergétique. En effet, les femmes sont très sensibles au déficit énergétique chronique, donc au Rett syndrome, en particulier au niveau de l'axe gonadotrope, puisque ce déficit énergétique chronique va induire un hypogonadisme fonctionnel avec des conséquences osseuses à court terme sur un an, avec un risque d'ostéoporose et de fracture de fatigue. Puis ensuite, d'autres problèmes qui vont conduire à une diminution des performances sportives. Ce phénomène existe aussi chez les hommes, mais les hommes peuvent supporter un déficit énergétique plus important que les femmes avant qu'apparaissent des troubles physiopathologiques. L'activité physique est aussi bénéfique dans des conditions physiologiques, comme la grossesse, avec de nombreux effets bénéfiques démontrés, à la fois pour la mère, mais aussi pour le fœtus. L'activité physique est aussi très intéressante et indiquée dans le cas de pathologies chroniques. On sait que l'activité physique diminue la mortalité, comparé à des gens qui n'ont pas d'activité physique, hein, comme le montre cette méta-analyse qui porte sur plus de 30 millions de participants. Donc, par rapport aux gens qui n'ont pas d'activité physique, ceux qui sont dans les recommandations ont une diminution de la mortalité globale de 31%, de la mortalité cardiovasculaire de 29% et de la mortalité par cancer de 15%. Mais là encore, il existe des différences liées au sexe. Si on prend les sujets qui sont dans les recommandations, eh bien, l'activité physique chez les hommes diminue la mortalité globale et la mortalité cardiovasculaire de 20%. Mais chez les femmes, pour la même quantité d'activité physique, on a un odds ratio qui est beaucoup plus bas, 0,71 et 0,67. De même, l'activité physique diminue le risque de développer des maladies cardiovasculaires totales et ischémiques
0,81, 0,88 contre 0,70 et 0,73. Donc, pour la même quantité d'activité physique, l'activité physique est plus efficace en prévention chez la femme que chez l'homme. Et c'est particulièrement important, en particulier sur le plan cardiovasculaire, puisqu'on sait maintenant que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes, alors que c'est la deuxième cause de mortalité chez les hommes. L'activité physique est aussi importante en prévention des cancers et à la fois dans la prévention et dans la prise en charge. Je ne développe pas puisque ce sera présenté dans la deuxième communication. Il existe aussi des différences entre les sexes sur le seuil minimum efficace pour diminuer la mortalité en population générale. On a vu que l'activité physique était efficace pour diminuer la mortalité, on a vu que c'était dans les recommandations, mais en fait, il existe des différences, comme le montre cette étude sur 230 000 sujets, avec un suivi sur 20 ans, et qui montre que pour l'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée, pour diminuer la mortalité de 18%, eh bien, il faut réaliser 300 minutes d'activité physique chez les hommes contre 140 minutes d'activité physique chez les femmes. De même, pour que l'entraînement de type renforcement musculaire diminue la mortalité de 14%, il faut réaliser 3 entraînements par semaine chez les hommes contre seulement 1,1 entraînement chez les femmes. Donc, une fois de plus, il faut moins d'activité physique chez les femmes pour avoir le même effet que chez les hommes. Ah, je crois que... Ah, pardon. L'activité physique est aussi particulièrement intéressante sur l'os de la femme. On sait que l'activité physique a un effet ostéogénique, mais en fait, la prévention de l'ostéoporose chez la femme, c'est l'activité physique dès l'enfance. Vous savez, ici, vous avez les courbes d'acquisition de densité osseuse chez les femmes en bas et chez les hommes en haut. Les femmes ont une densité osseuse plus faible que chez les hommes, mais il est bien montré qu'en fait, pour augmenter la densité osseuse, eh bien, c'est l'activité physique pendant l'enfance et l'adolescence pour augmenter le pic de masse osseuse. Et on sait que chez la femme, si vous augmentez le pic de masse osseuse par une activité physique à la fin de l'adolescence, eh bien, si vous augmentez ce pic de masse osseuse de une déviation standard, eh bien, vous allez retarder le seuil d'ostéoporose de 10 ans. Donc, c'est un élément qui est quand même extrêmement important et qui différencie la femme de l'homme, une fois de plus. Enfin, autre élément important, on sait qu'on perd tous de la masse musculaire avec l'âge, mais il y a un moment où cette perte de masse musculaire s'accélère chez la femme, c'est la transition ménopausique. Comme le montre cette étude, où vous avez l'évolution de la masse musculaire en période de transition ménopausique. Et pendant cette période, eh bien, la femme perd 4% de masse musculaire appendiculaire, avec une diminution proportionnelle de 4% de la force et de la puissance musculaire. Et toujours dans cette même cohorte, quand les femmes étaient réparties en fonction de leur niveau d'activité physique, l'activité physique était associée à une plus grande masse musculaire chez les femmes chez les femmes en ménopause tardive et post-ménopausée, qui avaient eu une activité physique tout au long de leur vie, enfin, en tout cas au moins pendant cette période, par rapport à celles qui ne faisaient pas d'activité physique. On a aussi le même effet sur la prise de masse grasse. Dans cette cohorte, en fait, les sujets étaient suivis depuis l'âge de 36 ans avec 4 mesures jusqu'à 60-64 ans. Et ici, vous avez l'effet de l'activité physique chez les femmes sur la prise de masse grasse au cours de l'âge. Et vous voyez que plus elles font d'activité physique, là, c'est pas du tout, là, c'est en dessous des recommandations et c'est selon les recommandations, quel que soit l'âge, eh bien, l'activité physique diminue la prise de masse grasse. Et en noir, c'est chez les hommes, avec donc un effet plus important chez les femmes que chez les hommes. Donc, en conclusion, l'activité physique est vraiment un enjeu de santé important pour les femmes, en tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques. Néanmoins, les différences intersexes et les connaissances fondamentales demeurent incomplètes. Donc, c'est tout l'intérêt de ce travail qui a pour objectif de cartographier la réponse dynamique à l'exercice chez des hommes et des femmes à tous les âges de la vie et sur tous les tissus en tenant compte de la génomique, de la protéomique et de la métabolomique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Martine, pour cette excellente présentation. N'oubliez pas, pour les participants, que vous pouvez poser vos questions et qu'elles seront relayées soit via le chat, soit pendant la partie de questions-réponses. Donc, je vais passer la parole à notre deuxième présentatrice, donc Lydia Delrieux.
Lydia est une chercheuse spécialisée dans le domaine de l'activité physique et de la santé, avec un double master en activité physique adaptée et en biostatistique. Ses travaux portent sur l'intégration des outils digitaux pour optimiser la pratique d'activité physique adaptée chez les patients atteints de maladies chroniques, notamment le cancer du sein. Elle a développé plusieurs projets innovants, combinant la recherche et les technologies numériques pour améliorer le suivi et la qualité de vie des patientes. Donc, sa présentation porte donc sur l'utilisation des outils digitaux pour suivre la pratique d'activité physique des patientes atteintes du cancer du sein. Bien, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation et bonjour à tous et à toutes. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à comprendre comment on peut utiliser les outils digitaux pour arriver à mieux déjà comprendre ce que font les femmes en termes d'activité physique et comment on pourrait aussi arriver à optimiser la prise en charge des patientes atteintes de cancer. Donc, pour faire un premier déjà point et un petit focus qui a déjà été dit au préalable, c'est que finalement, quand on regarde les données de la sécurité sociale en France, on voit une grande émergence des pathologies chroniques dans le monde, mais notamment en France, qui vont avoir aussi un impact sur notre système de santé. Et on voit ici bien cette répartition aussi par groupe, avec les principales pathologies chroniques qui restent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies aussi respiratoires et le cancer. Et en parallèle, on sait dans les nombreuses études scientifiques qu'on peut avoir un bienfait de l'activité physique, donc comme on l'a dit précédemment, en prévention primaire, donc pour éviter l'apparition des maladies chroniques, dont le cancer, mais également en prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'une fois que les patients ont une maladie, pour essayer de limiter finalement les complications des traitements. Et pourtant, on sait que malgré les bénéfices qu'on trouve dans la littérature sur l'augmentation de la qualité de vie, la diminution de la fatigue pour les patients qui ont des cancers, la limitation aussi des toxicités des traitements, les études montrent que les personnes vont diminuer ou arrêter leur pratique d'activité physique dès le moment du diagnostic. Donc on a un véritable enjeu aujourd'hui d'arriver à motiver les patients à pratiquer idéalement dès le moment du diagnostic et tout au long de la prise en charge et surtout de ne jamais s'arrêter, qui est un véritable enjeu. Et pour ça, on essaye de regarder un petit peu comment est-ce qu'on pourrait arriver déjà à suivre les patients, pas juste à un instant T quand le patient vient à l'hôpital, plus uniquement via des questionnaires qui sont vraiment un état transversal à un moment donné. Et donc, on essaye dans différents projets d'intégrer des objets connectés comme des montres connectées pour essayer durant tout le parcours de soins de voir ce qui va se passer en termes d'activité physique dans nos populations. Et on voit finalement depuis les dernières années l'émergence de tout ce qui est santé digitale aussi dans le temps et tout ce qui est aussi montre connectée qui montre bien finalement aussi un engouement dans ce type d'utilisation pour essayer de promouvoir l'activité physique ou ne serait-ce juste la monitorer qui serait aussi un bon point de départ. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a essayé de développer tout au long du continuum de la vie, en tout cas, d'une femme qui a un cancer du sein, c'est-à-dire en amont de la maladie, en population générale. On a essayé de regarder quel pouvait être finalement le niveau d'activité physique de la population générale, donc pendant la pandémie de Covid, des populations qui utilisent des montres connectées pour voir finalement ce qui se passe. On savait avant la pandémie que le niveau d'activité physique était largement insuffisant de la population, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2022 ou des années plus récentes sur la pratique d'activité physique. Et ensuite, nous, notre enjeu, c'est d'arriver à motiver des femmes de pratiquer avant la maladie, donc en prévention primaire, et aussi après la maladie. Sauf que probablement, on n'utilise pas les bons mots, les bons leviers pour essayer d'inciter les personnes. Donc, on a essayé de mettre en place l'étude Before auprès de la plateforme de recherche collaborative des Sentinelles, qui avait pour objectif d'évaluer les préférences, les barrières et les facteurs qui favoriseraient la pratique d'activité physique chez des femmes sans maladie et avec une pathologie de cancer. Et puis après, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. On a identifié quelques leviers, quelques mots-clés aussi à utiliser. Et donc, qu'est-ce que font réellement les femmes quand elles ont une maladie de cancer en parallèle de tout leur parcours de soins? Donc, on a équipé 500 femmes. Donc, je vais vous présenter après rapidement les différentes études de montres connectées qui ont juste pour but d'observer ce qui se passe en parallèle des traitements pendant un an. Et enfin, sur l'étude ABLE2, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin encore en donnant des conseils personnalisés à des femmes qui ont des cancers du sein métastatique pour essayer de leur dire de faire un peu plus de pas, parce que le véritable enjeu, effectivement, c'est d'augmenter ce niveau d'activité physique de chaque patiente, mais avec des conseils personnalisés. Donc pour la première étude où on s'est intéressé en population générale, on a regardé donc sur plusieurs années, donc 2019 jusqu'à 2022, quel était l'impact de la pandémie sur le niveau d'activité physique de la population.
donc qui utilisent des montres connectées. Donc on avait 34 pays dans notre base et on avait des données sur l'activité physique, donc le nombre de pas, le type d'activité, les données de sommeil, la fréquence cardiaque et bien entendu donc les pays, l'âge aussi, le sexe et des données pour calculer l'indice de masse corporelle. Donc je vous ai juste présenté l'impact et sur une cartographie finalement de la pandémie à travers les différentes années. Donc je ne vous ai pas montré, mais je pourrais vous les montrer ou en parler après, un peu la caractéristique de notre population. On avait quand même une population de personnes avec un IMC normal et en surpoids obèse assez important. Donc surpoids, obésité était à peu près le même ratio que la population de poids normal. Et en termes d'activité physique, on n'avait pas forcément des personnes très très actives quand on regarde le nombre de pas. Et donc on voit bien sur cette cartographie, donc sur la partie en haut à gauche, 2019, donc la répartition du nombre de pas. Plus c'est vert, c'est plus les gens vont pratiquer de l'activité physique. Donc toujours à prendre avec précaution sur certains pays parce qu'on n'avait pas suffisamment de données. Et plus c'est rouge et foncé, plus finalement les populations sont considérées comme faiblement actives parce qu'elles ne font pas beaucoup de pas dans la journée. Et donc on voit bien l'impact de la pandémie à travers les années sur le niveau de pratique des populations. Et ce qui montre aussi finalement que sur le premier trimestre 2022, on n'arrive toujours pas à récupérer notre niveau d'activité physique de 2019, ce qui est encore plus un enjeu parce que l'OMS a tiré vraiment la sonnette d'alarme en disant il faut que les populations bougent. Et pourtant, en 2022, la situation est pire qu'en 2019. Et on a réalisé des sangs qui plotent, donc ne pas prendre peur avec ces graphiques, c'est vraiment pour montrer le flux d'évolution des populations et pour se dire que nous, notre enjeu, finalement, c'est pas forcément de faire plus d'activité physique à des personnes qui sont déjà très actives, mais on s'intéresse surtout à des personnes qui sont sédentaires ou inactives. C'est juste la traduction anglaise qui n'est pas exactement la même que la traduction française pour se dire que les personnes qui ne bougent pas suffisamment, qui sont considérées comme sédentaires, c'est des vraies bombes à retardement sur l'émergence de pathologies chroniques. Et donc, on a regardé ces flux à travers les années. Donc, tout le monde a été grosso modo impacté par la pandémie en 2020, mais ce qu'il faut vraiment observer, c'est finalement ce ratio de population inactive avec le nombre de pas en 2019 et le ratio qu'on retrouve en 2022, où on voit qu'encore plus finalement cette population est devenue encore plus inactive qu'elle l'était en 2019. Et donc, c'est encore une fois un véritable enjeu pour nous d'arriver à trouver les bons mots-clés à utiliser pour faire bouger les populations. Et on ne parle pas forcément d'activité sportive, ne serait-ce juste de bouger, de faire de l'activité physique avec un petit peu plus de marche par jour. Et donc, pour continuer finalement ces projets-là, on avait fait un bon état des lieux, de se dire, on a un vrai souci dans le monde pour arriver à faire bouger les personnes, mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à mieux parler peut-être aux femmes sans maladie ou avec une maladie? Est-ce qu'il y a des choses finalement qu'on utilise mal, qu'on explique mal à des femmes? Et donc, on a utilisé un questionnaire qui a été transmis auprès de la population des Sentinelles, donc qui est une plateforme de recherche collaborative, pour évaluer 6 dimensions, notamment les préférences, barrières et les facteurs qui aideraient les femmes à faire plus d'activité physique, donc entre février et mars 2021. Et donc, on a obtenu 2300 réponses à des questionnaires. Et donc, sur les principaux résultats, on peut voir déjà que l'utilisation des outils connectés, quand on regarde ces graphiques-là, donc on a fait une répartition en 4 groupes, des femmes sans historique de cancer du sein, des femmes qui étaient en cours de traitement pour un cancer du sein localisé, les femmes qui avaient fini les traitements pour un cancer du sein localisé et les patientes qui ont un cancer du sein métastatique. Et si on regarde vraiment avec un dézoom les graphiques, tout ce qui est vert, c'est plutôt des choses qui intéressent les femmes et plus ce qui est rouge, c'est plutôt des choses qui les intéressent un petit peu moins ou en tout cas qui ne sont pas propices à optimiser et à faire plus d'activité physique. Donc quand on leur demande si elles seraient d'accord ou intéressées pour avoir des séances d'activité physique en ligne avec des professionnels qui sont formés sur des applications, c'est des choses qui plutôt intéressent les femmes. En revanche, quand on leur pose des questions sur est-ce que vous seriez intéressé par faire des systèmes de gaming, des compétitions aussi d'activité physique, peu importe les groupes, sans cancer du sein ou avec un historique de cancer du sein, c'est plutôt des choses qui sont ici en rouge, donc ils ne semblent pas être des facteurs qui vont aider les femmes à faire plus d'activité physique. Ensuite, on leur a demandé finalement quelles sont vos principales barrières. La principale barrière, peu importe les populations, voire même plus des femmes qui n'ont pas d'historique de cancer, c'est la motivation. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir creusé plus loin sur la motivation, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine étude. Et on a regardé d'autres facteurs, comme notamment la fatigue qui est très présente chez les femmes qui ont aussi des cancers.
Et en fait, on se rend compte que des femmes qui ont fini leur traitement pour un cancer du sein localisé, c'est pas du tout le facteur qui finalement est une barrière pour ne pas pratiquer d'activité physique. On a regardé la météo, on a regardé le manque d'organisation, le fait de ne pas savoir quoi pratiquer, ne pas avoir de structure à proximité, et bien tout ça, c'est finalement pas tant que ça des barrières à la pratique d'activité physique, mais il se passe probablement quelque chose sur d'autres sous-dimensions de la motivation qui peuvent expliquer que les femmes ne pratiquent pas plus. Et ensuite, on a demandé finalement qu'est-ce qui pourrait être finalement bien pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à pratiquer plus d'activité physique. Et on voit de façon un petit peu, encore une fois, en dézoomant, deux grandes catégories où on voit beaucoup de vert sur la partie d'au-dessus et un petit peu plus de rouge en dessous. Eh bien, on se rend compte, quand on creuse un peu plus, que quand on utilise des termes peut-être un peu plus subjectifs, qui vont être liés à leur qualité de vie, améliorer leurs conditions physiques, c'est plus des choses qui vont parler à des femmes. En revanche, quand on utilise des termes très médicaux comme les symptômes, structure adaptée, c'est des choses qui font un peu plus peur aux femmes et qui ne semblent pas les encourager à faire plus d'activité physique, et ça, peu importe les groupes. Donc ça montre bien qu'on a peut-être aussi un enjeu à utiliser une autre terminologie quand on s'adresse à des femmes pour qu'elles pratiquent plus d'activité physique. Ensuite, on a toujours voulu aller plus loin. On s'est dit, on a un bon état des lieux sur peut-être des pistes sur comment est-ce qu'on arriverait à mieux expliquer les bénéfices de l'activité physique pour des femmes sans cancer ou avec cancer. Et bien maintenant, on veut voir ce qui se passe réellement en parallèle de leur parcours de soins. Donc, on a monté deux grandes cohortes, donc néophytes, auprès de femmes qui ont en dessous de 70 ans, qui sont traitées pour un cancer du sein par chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire qu'elles ont la chimio avant d'avoir de la chirurgie, et auprès d'une autre population qui est souvent peu analysée et étudiée, c'est des femmes qui ont plus de 70 ans, qui ont aussi un cancer du sein et qui vont recevoir plein de traitements qui peuvent être très différents. On a volontairement choisi une population qui était hétérogène parce que c'est aussi la réalité. C'est la réalité où il y a des femmes qui ont plusieurs pathologies chroniques, qui ont peut-être eu plusieurs cancers, et de montrer qu'on a vraiment un enjeu de s'intéresser spécifiquement à cette population pour leur donner des conseils aussi personnalisés et mieux les prendre en charge. Donc, on les a équipés pendant 1 an d'une montre connectée. On leur a posé différents questionnaires à différents temps, généralement à 3 temps, à peu près à l'inclusion, à la fin des traitements de chimiothérapie, ou en tout cas à peu près à 6 mois, et 1 an après, en parallèle de récupérer toutes les données cliniques, tous leurs rendez-vous médicaux avec les dates, également toutes les toxicités potentielles des traitements pendant 1 an. Et donc, sur les premiers résultats, quand on regarde, on a inclus donc sur la première étude 300 femmes. On est encore en train de finir le suivi pour les dernières avec une médiane d'âge de 47 ans. Et on regarde le nombre de pas avec une moyenne qui est à peu près de 5000 pas par jour, une fréquence cardiaque de 84 battements par minute, c'est la fréquence cardiaque de repos, et une moyenne de sommeil d'environ 8 heures. Et donc, c'est aussi un symptôme, la fatigue, qui est un symptôme souvent décrit par les femmes. Et il semblerait que ce soit pas forcément un problème lié au sommeil, ou bien il leur faudrait plus de sommeil, ou en tout cas peut-être à la qualité du sommeil qui n'est pas suffisant. Et donc ensuite, on a essayé de regarder finalement comment évoluait le niveau d'activité physique pendant le parcours de soins. Donc on a regardé entre l'inclusion, on voyait plutôt des patientes considérées comme un peu plus actives, en rose, en bleu modérément active, pardon, faiblement active et modérément active. Et on voit que finalement, à la fin des traitements de chimiothérapie, les populations sont quand même moins actives qu'au début, et à la fin, 12 mois après, reprennent leur niveau initial. Et on a aussi été un tout petit peu plus loin en regardant est-ce qu'il y a une différence dans le nombre de pas qui est effectué entre le parcours classique, on va dire, sans chimiothérapie, et 3 jours après des séances de chimiothérapie, est-ce qu'il y a une différence sur le nombre de pas? Et oui, significativement, les femmes pratiquent moins d'activité physique les 3 jours qui suivent une chimiothérapie que le reste du temps. Ce qui montre peut-être aussi que des interventions en activité physique sont peut-être plus intéressantes pour des femmes après cette période parce qu'elles n'ont pas la capacité de faire plus d'activité physique liées à des effets secondaires des traitements. Et sur le nombre de jours, on a regardé, et bien comme sur la première analyse Covifit, généralement le dimanche, c'est le jour où les femmes dans notre étude pratiquent le moins d'activité physique et marchent le moins, ce qui est la même chose qu'en population générale dans l'étude Covifit. Et aussi, ici, on voit que le mercredi est le jour où les femmes pratiquent le plus d'activité physique, et qu'en plus, on a un effet d'âge où plus la population vieillit et est âgée, moins elle pratique d'activité physique, ce qui montre encore plus l'enjeu d'aller cibler des interventions pour des populations un peu plus âgées qui correspondraient aussi à un véritable besoin pour elles. Et enfin, sur la dernière étude, on veut voir comment est-ce qu'on arriverait
à utiliser les montres connectées en termes d'intervention. Et donc, c'est une étude ABLE2 qui est promue par le Centre Léon Bérard à Lyon, dont l'objectif est de voir l'effet d'activité physique et d'un programme de 6 mois sur la qualité de vie et la fatigue de femmes qui ont un cancer du sein métastatique. Donc là, on a imaginé un programme avec un groupe contrôle qui aurait uniquement des recommandations en activité physique et un groupe intervention avec des conseils réellement personnalisés en termes de nombre de pas avec un professionnel en activité physique adaptée, donc un enseignant en activité physique adaptée qui va donner des conseils à des patientes pour que finalement chaque petit pas va compter. Si une femme fait 400 pas, on l'encourage à en faire un tout petit peu plus au fur et à mesure de sa prise en charge. Et donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'arriver à suivre avec différentes évaluations, ce qui se passe pendant 6 mois d'intervention et 12 mois de programme. Donc, pour conclure ici, c'était vraiment l'objet de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les outils digitaux pour arriver à voir ce qui se passe dans le mode de vie, en vie réelle des populations, pour capturer des informations qui étaient parfois difficiles aussi à capturer. On sait ce qui se passe quand le patient vient à l'hôpital, mais pas ce qui se passe dans son mode de vie. Donc, toutes ces approches qu'on utilise et qu'on appelle du digital phenotyping permettent aussi de collecter rapidement de l'information, d'avoir peut-être une forme un peu plus holistique de prise en charge. En tout cas, on sait un petit peu mieux ce qui se passe en dehors du soin pour arriver peut-être à développer des modèles de prédiction de complications, personnaliser les soins. Mais les véritables encore challenges qui existent aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en place des méthodes d'analyse de ces données massives et aussi toujours bien vérifier, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite dans les différents capteurs, vraiment la validité des outils qui sont utilisés pour prendre finalement un outil qui convient aussi à notre population. Et enfin, sur les données et les enjeux aussi éthiques, c'est tout ce qui va être lié au stockage des données, aussi en général à comment on transforme une donnée brute en une donnée qui peut être compréhensible par le grand public. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Lydia. C'est vraiment une présentation très inspirante. En tout cas, dans le domaine de la recherche, ça donne beaucoup d'idées. Voilà. Et donc, j'invite donc les participants à poser leurs questions dans le chat, qu'on les relaiera pendant la phase de questions-réponses. Donc, je vais laisser la place à Juliana Otero, qui est chercheuse épidémiologiste à l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport à l'INSEP. Son expertise concerne le suivi longitudinal des athlètes de haut niveau via l'analyse multiparamétrique des données sportives. Actuellement, elle accompagne prioritairement les athlètes féminines dans leur quête d'optimisation de la performance en monitorant et analysant leurs données physiologiques, hormonales liées au cycle menstruel et de charge d'entraînement. Et donc, elle va nous parler de l'influence des fluctuations hormonales liées au cycle menstruel ou à la prise de contraception sur le bien-être et la performance des athlètes féminines. Yana, je te laisse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Institut Santé des femmes pour cette invitation. C'est avec plaisir que je vous présente une partie de nos travaux réalisés ici à l'INSEP avec les athlètes des niveaux olympiques. Le but étant de mieux comprendre l'influence du cycle menstruel et sa physiologie sur la santé, le bien-être et la performance des athlètes, mais aussi utiliser cette population qui fait beaucoup d'activités physiques pour comprendre certains déterminants de la santé pour la population générale. Donc, je ne vais pas insister sur les énormes bénéfices de l'activité physique pour la santé parce que ça a déjà été très bien présenté, mais juste pour vous montrer les contrastes, comme Martine elle a bien montré, l'idée aussi, l'inactivité est associée à un risque de décès d'environ 30% supérieur. Nos travaux précédents portant sur des athlètes des très hauts niveaux, puisque c'était des athlètes olympiques. En rétrospective, notre cohorte a montré que les athlètes olympiques vivent en moyenne 5 à 7 ans de plus que leurs compatriotes en population générale. Donc, encore, je renforce ce qu'a dit Martine. Néanmoins, malgré tous ces bénéfices de l'activité physique, on maîtrise moins ce qui concerne la pratique d'activité physique et la physiologie des femmes, parce qu'on fait face à cette énorme absence des données genrées. Ici, c'est une étude sur les sciences du sport qui montre qu'autant que 9% des études incluent exclusivement les femmes, 71% des études incluent
exclusivement les hommes. De ce fait, tout ce qui, les recommandations, elles portent majoritairement sur ce qui a été observé sur la physiologie masculine. Et tout ce qui est plutôt spécifique aux femmes, par exemple, les cycles menstruels, on connaît moins. Et pourtant, des études montrent que les cycles menstruels est un facteur clé, un marqueur clé de la santé des femmes en âge reproductif. Cette étude, par exemple, montre qu'un cycle menstruel irrégulier de façon chronique est associé à un risque de presque 60% plus élevé de décès par maladie cardiovasculaire. Donc, ça, c'est un sujet important que nous investiguons dans le cadre de ces programmes qui s'appellent Empower Her et qui s'intéressent à comprendre l'influence du cycle menstruel et aussi de la contraception sur le bien-être, l'entraînement et la performance des athlètes élites. Donc, je vais vous montrer quelques résultats issus de ces programmes que je dirige avec cette belle équipe de jeunes chercheurs et la collaboration de plusieurs fédérations sportives. Donc, juste quelques mots sur les designs de l'étude. Donc, dans ces programmes Empower Her, nous collectons de façon journalière des données issues du terrain, donc des données de la vraie vie, en utilisant des objets connectés. Donc, nous avons conçu une appli dans le but de suivre les athlètes. Donc, au réveil, elles remplissent les informations concernant la qualité de leur sommeil, leur état de forme, leur humeur, mais elles nous informent aussi si elles ont éventuellement des symptômes menstruels ou des blessures. Et en parallèle, nous utilisons les objets connectés sportifs comme des cardiofréquencimètres, les capteurs de puissance ou des GPS pour avoir accès à tous les mouvements réalisés sur les terrains par ces athlètes qui s'entraînent 6 à 7 fois par semaine, parfois 2 fois par jour. Donc, à chaque seconde, pour les sports qui nous permettent d'avoir des données objectives, nous avons leur vitesse, leurs accélérations, leurs déplacements, etc. En parallèle, on collecte aussi des données salivaires d'estrogène, des progestérone et des testostérone. Les athlètes ont dit non pour les prélèvements sanguins, donc on s'est contente du salivaire. Mais à présent, plus de 130 athlètes ont déjà fini les suivis et ce qui nous a permis de collecter en masse des données inédites pour cette cohorte si difficile d'accès. Donc, nous avons divisé les sportives suivies en 2 grands groupes. Les premiers concernent les cycles menstruels naturels et incluent les stérilés en cuivre. Et pour rappel, les cycles menstruels, comme a montré Martine, ils commencent, la première phase, c'est la menstruation, les hormones sont au plus bas, et à l'approche de l'ovulation, il y a les pics des estrogènes, illustrés par la courbe en bleu. Et suite à l'ovulation, il y a un deuxième pic d'estrogène, cette fois-ci avec la progestérone, illustrée par la courbe en rouge. Les deuxièmes groupes concernent les types les plus communs des contraceptions hormonales parmi les sportifs, mais aussi observés en population générale. Et c'est la pilule monophasique. Donc, pendant 21 jours, il y a la prise des hormones synthétiques. Et ensuite, il y a une phase de pause pendant 7 jours où il n'y a pas l'administration de ces hormones. Donc, pour partager quelques résultats sur le bien-être des sportives, nos travaux ont mis en évidence un effet cyclique du cycle menstruel sur l'évaluation du bien-être pour celles qui ont un cycle naturel représenté à gauche. Donc, on voit bien que la proportion des scores les plus positifs d'évaluation de l'humeur ou de l'état de forme se trouve au milieu du cycle, près de l'ovulation, et les scores les moins bons sont autour de la menstruation et de la phase prémenstruelle. Parmi celles qui utilisent une contraception hormonale, illustrée à droite, on voit plutôt des scores stables, qu'elles soient en phase de prise de pilule ou pendant la pause. Ces résultats, ils sont
cohérent avec ce qu'il a été trouvé dans la population générale, avec des études portant sur une masse de données beaucoup plus importante, mais en cherchant à évaluer la cyclicité associée à d'autres paramètres comme en partant de la droite vers la gauche, la cyclicité saisonnière, hebdomadaire ou journalière. Cette étude a mis en évidence que l'impact du cycle menstruel, la magnitude de cet impact, elle est plus importante. Et ici, c'est illustré l'humeur, comme dans notre étude, et on voit que les scores, il est plus bas à l'approche de la menstruation, donc en phase prémenstruelle et menstruelle, et plus élevé à l'approche de l'ovulation. Dans nos études, nous avons trouvé une corrélation positive entre la présence des estrogènes et l'évaluation de l'état de forme au réveil, donc ce qu'on a appelé fitness, mais c'est l'absence des fatigues parmi celles qui ont un cycle naturel. On n'a pas observé ce type de corrélation pour celles qui prennent la pilule. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous n'avons pas observé non plus que la décroissance des scores, on va dire, négatifs d'évaluation étaient associés à la fluctuation hormonale. Mais on a trouvé que l'impact négatif identifié du cycle venait plutôt de la présence des symptômes menstruels. Donc, les symptômes, comme on peut voir ici à gauche parmi celles qui ont un cycle naturel, ils sont plus fréquents en phase de menstruation, ils diminuent à l'approche de l'ovulation et augmentent en phase prémenstruelle. Pour celles qui prennent une contraception, à droite, on voit aussi que la fréquence des symptômes, elle est plus élevée pendant la pause de la pilule, bien que pour ces groupes-là, il serait peut-être plus adapté d'appeler l'effet indésirable d'un médicament plutôt que des symptômes. Mais les types de symptômes sont assez similaires à ceux observés en population générale. Donc, les règles douloureuses, la fatigue, les ballonnements ou les maux de tête. Donc, si on va plus loin sur l'analyse de ces symptômes, on a pu observer que les symptômes ont un impact négatif sur l'entraînement des athlètes en suivant leurs données à l'entraînement et en compétition. On voit que les athlètes, elles déclarent un symptôme menstruel, même si l'intensité de ces symptômes n'est pas très élevée, par exemple 2, 3 sur une échelle de 1 à 10, et elles vont marcher plus sur les terrains. Et quand elles courent moins vite. Ce qui, on peut dire, bah, ça c'est normal, mais nous n'avons pas observé cette relation significative quand elles s'entraînent en présence d'une douleur musculo-squelettique, ce qui est assez commun dans les sports de haut niveau. Et en plus, on a vu qu'en présence d'un symptôme, elles observent aussi plus de douleurs musculo-squelettiques, c'est-à-dire quand elles déclarent un symptôme, par exemple les douleurs des règles, les gonflements des seins, les changements d'humeur, on observe aussi une augmentation des douleurs d'origine musculo-squelettique. Tout ce qui nous montre là, c'est que les symptômes menstruels, il ne devrait pas être ignoré. On voit qu'il a un impact sur la performance, mais en population générale, on observe qu'il diminue la participation en activité physique et sportive. On voit aussi qu'il diminue la qualité de vie et productivité au travail. Et bien qu'il soit très commun, on ne devrait pas considérer les symptômes comme quelque chose de normal ou partie inéluctable du cycle menstruel. Déjà parce que dans un certain nombre de cas, c'est associé avec des troubles gynécologiques, mais plus récemment, les recherches montrent aussi que certains troubles du cycle sont associés avec des risques pour la santé des femmes. Donc, je parle rapidement de quelques troubles du cycle et je commence par cet article qui est assez récent et très intéressant qui montre que les femmes qui ont un cycle irrégulier, constamment irrégulier, est associé à plus de troubles cardiométaboliques, comme par exemple les diabètes, l'hypertension, le prédiabète. Et ça, on connaissait bien déjà cette relation pour les patientes atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est que cette étude montre que ce n'est pas le cas que pour les SOPK, mais aussi pour toutes celles qui présentent un cycle irrégulier, constamment irrégulier.
Or, parmi les athlètes de haut niveau, ce type de troubles du cycle il est très prévalent. Les types de troubles du cycle les plus communs, c'est l'absence totale des règles ou moins de 4 cycles par an, des cycles longs de plus de 35 jours, donc en oligoménorrhée, ou alors en retard pour avoir les premières règles, donc après l'âge de 15 ans. Et comme Martine l'a montré, c'est l'âge où il est important de créer les capital osseux. Et donc, ça a un impact plus tard dans la vie de ces athlètes. Et parce que dans ces troubles du cycle qu'on observe chez les athlètes élites est caractérisé par une déficience en estrogène. On observe des valeurs assez proches des femmes déjà en post-ménopause. Et pour des athlètes du type des sports esthétiques comme la gymnastique ou d'endurance en triathlon, la prévalence de ces troubles du cycle peut atteindre 60%. Et parmi les athlètes de haut niveau, en dehors de tout autre trouble gynécologique, la cause la plus souvent est associée à la faible disponibilité énergétique. Donc, il y a un déséquilibre dans cette balance entre ce qu'elle consomme en termes d'énergie et ce qu'elle dépense. Ce qui perturbe l'axe gonadotropique, il y a une diminution des hormones qui a un impact sur les cycles menstruels et donc il y a aussi un impact sur d'autres fonctions et la performance, mais on observe, il y a plus d'évidence scientifique sur une diminution de la santé osseuse des athlètes. C'est pour ça qu'on observe parmi les sportives qui ont des cycles irréguliers, un risque bien plus élevé, 4 fois plus élevé, des fractures des fatigues, notamment des fractures, oui, des fractures des fatigues, bien qu'elles sont des sportives et devraient avoir une densité osseuse plus élevée. Et pour finir, peut-être les résultats que j'ai trouvé les plus intéressants peut-être à partager sont nos résultats liés à la réponse à la charge d'entraînement qui présentent les athlètes liés à leur physiologie féminine. Et pour parler des charges d'entraînement, on pense à la charge comme la dose d'un médicament, c'est-à-dire trop, c'est dangereux, pas assez, il n'a pas d'effet. Donc, comme j'ai expliqué, nous avons suivi les athlètes dans leurs derniers mois de préparation olympique en suivant au quotidien leurs données. Et pour identifier leur réponse à la charge d'entraînement, pour savoir comment elle répondait à ces stimuli, on a utilisé des modèles de type les chaînes de Markov cachées. Nous avons créé notre algorithme qui permet d'identifier 3 états de réponse à la charge d'entraînement, où il y a un état rouge où les adaptations ne sont pas celles que l'on souhaite qu'on s'entraîne, et l'état vert, c'est cet état d'adaptation optimale à la charge d'entraînement. C'est ce que l'on souhaite. Et ce que nous avons observé, c'est un rythme infradien, c'est-à-dire il y a une réponse cyclique à la charge d'entraînement associée au cycle menstruel. À l'instar de ce qui se passe avec les cycles circadiens, avec les changements biologiques qui opèrent au cours d'un cycle de 24 heures, nous l'avons trouvé de façon similaire, mais au cours du cycle menstruel par rapport à la réponse à la charge d'entraînement. On a observé que pendant la première moitié du cycle, donc avant l'ovulation, la probabilité des athlètes s'y trouver dans la zone verte, donc des meilleures adaptations à la charge, elle est significativement plus importante et ça s'inverse après l'ovulation. Et on a vu que ces résultats, ils sont principalement associés à la présence de la progestérone qui est positivement corrélée avec cet état rouge d'adaptation à la charge d'entraînement. Et la progestérone, elle pique après l'ovulation. Donc, c'est ce qui nous permet d'observer ces rythmes du cycle menstruel pour la réponse à la charge d'entraînement. Et ces rythmes, cette horloge associée au cycle menstruel a été observée récemment aussi par d'autres chercheurs aussi français. Et on estime que mieux comprendre ces rythmes physiologiques des femmes en âge reproductif et pourrait nous permettre de tirer plus de bénéfices de l'activité physique et optimiser la santé des femmes.
Donc, pour conclure, les perspectives que je voudrais partager à partir de nos travaux avec l'élite sportive, bon, sont plusieurs, mais en premier, c'est l'importance d'avoir plus de données genrées, plus de données sur les femmes qui font l'activité physique, sachant que l'activité physique est un levier majeur de santé et promotion des santé, mais que les cycles ne peuvent pas être utilisés comme une excuse, comme a dit Martine, pour exclure les femmes de la recherche. Et donc, c'est pour ça que nous avons rédigé cette lettre, parce que parfois on utilise nos études pour justifier l'exclusion des femmes dans leurs études, mais nous donnons ici plusieurs pistes de comment traiter statistiquement des potentiels facteurs de confusion liés au cycle menstruel. Un autre point que je voulais partager en perspective, c'est aussi l'importance de prendre en compte les symptômes menstruels, mais aussi comment un levier de promotion de santé à court terme. Donc, au lieu de placer tous les enjeux de l'activité physique vers la longévité. Et enfin, l'intérêt de comprendre mieux cette physiologie du cycle menstruel qui peut avoir un intérêt sur l'optimisation de la santé des femmes liée à l'activité physique, mais pas que. Je vous remercie.